20 heures, nous verrons dans ce journal la séance plénière tenue ce lundi au CNT. 6 projets de loi soumis à l'appréciation de ses membres, ils concernent le ministère de la Défense et des Anciens Combattants et le ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit entre autres des projets de loi relatifs à la création des directions des écoles militaires et celui du Code général des impôts. La séance a été suivie par Boubacar Babletouri. Finalisation et adoption du rapport annuel 2025 du Conseil économique, social, environnemental et culturel vont meubler la 8e session de sa 6e mandature. Le lancement des travaux ce matin à Koulouba, en présence de plusieurs personnalités. Aousseynou Touré était sur place pour le RTM. Ils sont 350 409 candidats à prendre part cette année à l'examen du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2025. Le top départ des épreuves a été donné ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Bamako, cité au groupe scolaire Mamadou Diarra Medina Koura en commune 2. Fademba Keïta, dans son compte rendu, nous parlera de la forte mobilisation des membres du gouvernement qui n'ont pas manqué de prodiguer des précieux conseils aux élèves. On pourrait tous l'attraper un jour ou l'autre, surtout quand on avance en âge. Il s'agit de la cataracte. Selon les professionnels, d'autres facteurs peuvent également la favoriser, comme les traumatismes et certaines maladies congénitales. Le traitement est essentiellement basé sur l'intervention chirurgicale. Nous en saurons plus en fin d'édition avec Koumba Sissé et Alkao Traori. C'était là le sommaire. Bonsoir à tous. Tout en images, la cérémonie de montée des couleurs à Koulouba. Au palais présidentiel, nous sommes le premier lundi du mois et une fois de plus, le président de la transition respecte la tradition. Le général d'armée Assimi Goïta était entouré pour la circonstance de l'ensemble du personnel de la présidence. Ce rendez-vous mensuel est un devoir patriotique institué par les autorités de la transition. Il s'agit à travers ce geste d'appeler les citoyens à plus de civisme et de rappeler surtout les valeurs fondamentales du Mali. La montée donc des couleurs ce matin à Koulouba, en présence du président de la transition qui respecte ainsi la tradition de la montée des couleurs le premier lundi du mois. Voilà, c'est fait. C'était donc ce matin à Koulouba et changement de décor, nous sommes maintenant à la primature avec les images et le respect dû au drapeau reste le même. Le chef du gouvernement et tout son personnel partagent le moment solennel. Tous ont entonné ensemble l'hymne national avec les pionniers. Il s'agit toujours de la montée des couleurs. Et ce geste appelle les citoyens à plus de civisme et rappelle aussi les valeurs fondamentales du Mali. Là, on est à la primature. La cérémonie de montée des couleurs. Le Premier ministre donc entouré de son personnel. Et voilà, entonné l'hymne national. Ce lundi, premier lundi du mois, la montée des couleurs à la primature. Après les images de Koulouba, nous sommes donc à la primature. Le respect du haut drapeau qui reste le même. Le chef de gouvernement et tout son personnel qui partagent le moment solennel. Poursuivons avec le Premier ministre pour évoquer cette audience qu'il a accordée aux ambassadeurs du Burkina Faso et du Niger au Mali. Les deux diplomates sont venus rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement et le féliciter pour sa nomination au poste de Premier ministre. L'audience a été mise à profit pour aborder des sujets d'intérêt pour la réussite de la Confédération des États du Sahel. Nous vous proposons d'écouter Julienne Dambélé-Sanon, ambassadeur du Burkina Faso au Mali, porte-parole des deux diplomates. Elle est au micro de Mamari Koné et Aliou Touri.
Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre. C'est pour d'abord un bonjour de courtoisie, ensuite pour le féliciter pour sa nomination et le féliciter pour le travail abattu. Le sujet d'intérêt évoqué avec lui, il s'agit de l'AES, la bonne marche de l'AES, le féliciter pour tout son accompagnement qu'il porte à mon homologue du Niger et à moi-même depuis que nous sommes ici au Mali. Le féliciter pour le travail abattu au niveau de l'AES également et prier afin que Dieu puisse nous conduire les actions que nous menons au quotidien pour la bonne marche de cette dynamique. Et nous l'avons également félicité pour la bonne conduite de l'action gouvernementale. C'est dans l'union que nous allons relever tous ces défis qui se présentent à nous. Et seule l'union fait la force. Donc il nous a conseillé dans ce sens afin que nous restions unis pour travailler au compte de l'AES. Direction le CICB pour y retrouver les membres du CNT en séance plénière ce lundi. Sur leur table, 6 projets de loi soumis pour appréciation, dont 2 du ministère de la Défense et des anciens combattants et 4 du ministère de l'Économie et des Finances. Des projets de loi relatifs à la création des directions des écoles militaires et du sport militaire, au fonds de soutien au projet des infrastructures de base et de développement social et au code général des impôts. Des projets de loi votés à l'unanimité. Boubacar Bablé-Touré, Aboubakar Traoré étaient sur place. Désormais, l'armée malienne dispose d'une direction du sport militaire et celle des écoles militaires. Les 2 projets de loi portant création de cette direction ont été adoptés à l'unanimité par les membres du CNT. Les dossiers sont défendus par le ministre de la Défense et des anciens combattants. L'adoption de ces textes va permettre d'assurer la cohérence dans le continuum des formations militaires et de renforcer l'entraînement physique et surtout la cohésion au sein des forces armées maliennes. La doctrine militaire est très importante et c'est l'état-major général qui s'occupe de cela. Donc ce sont des choses qui ont été élaborées pour que tous les niveaux d'enseignement militaire soient enseignés au Mali aujourd'hui. Et le Mali peut se flatter d'être à la pointe des écoles militaires en Afrique aujourd'hui. Pour le sport militaire, en mutualisant les moyens maintenant, ça va donner beaucoup plus de possibilités aux forces armées de sécurité de pouvoir briller sur différents champs sportifs et à l'intérieur et à l'extérieur. Les membres de l'organe législatif de la transition donnent également quitus pour l'institution de la contribution spéciale de solidarité et celle sur les boissons alcoolisées. Le projet de loi adopté ainsi que 3 autres ont été portés par le ministre de l'Industrie et du Commerce en lieu et place de son collègue en charge des Finances. La seule chose qui vaille pour nous, au niveau du gouvernement, c'est assurer de la pédagogie, de la communication, de l'information et de la sensibilisation des populations sur le bien fondé de toutes ces décisions qui sont prises. Parce qu'aujourd'hui, le taux de fiscalisation de notre économie est aujourd'hui à 15,6. Contre une moyenne autorisée de 20% par le mois. Le mois est en train d'inciter tous les États à aller vers 20% de taux de fiscalisation. Nous n'en sommes pas encore à 16. Donc nous avons une économie qui est aujourd'hui sous-fiscalisée. Il faudra qu'il y ait de la justice fiscale, de l'équité fiscale et de la transparence fiscale pour assurer la crédibilité de toutes ces décisions qui sont prises. 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention, c'est le résultat du vote sur l'adoption du projet de loi portant création d'un fonds de soutien relatif aux infrastructures de base et de développement social. Le dit projet va permettre désormais à l'État malien de mobiliser des ressources au niveau local pour faire face à certains projets et programmes. Il faut que les Maliens acceptent de se mobiliser et de prendre en charge leur développement. Ce qui reste aujourd'hui constant, c'est qu'aucun pays ne peut aujourd'hui supporter notre pays. Chaque pays doit s'occuper aujourd'hui du financement de son économie. Chaque pays doit s'occuper de son pays. Aucun pays en 2025 ne peut supporter un autre pays. Et nous avons choisi cette voie de nous prendre en charge par les ressources internes et de financer notre économie pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent être fiers de nous demain. Le dernier acte de cette séance plénière, le vote à l'unanimité de 2 projets de loi pour le compte des impôts. Il s'agit de ceux portant modification du Code général des impôts en date du 7 février
et celui du 17 mars 2025. Ouverture ce matin à Koulouba de la 8e session de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La cérémonie a été marquée par le discours d'ouverture du président de l'institution, Yacouba Katili. La finalisation et l'adoption du rapport annuel 2025 sont les sujets principaux de cette session, nous dit Aluseynou Touré. D'entrée de jeu, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a rappelé une des préoccupations de l'institution, à savoir l'adoption de la loi organique du Conseil. Permettez-moi, tout en saluant l'engagement constant du gouvernement pour le bon fonctionnement de notre institution, d'exprimer une attente majeure de notre Conseil. Depuis la promulgation de la nouvelle Constitution, notre institution attend avec une grande espérance l'adoption de la loi organique fixant son organisation, ses attributions et son fonctionnement. Il s'agit là d'un levier fondamental pour une harmonisation de nos actions avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et pour garantir la pleine effectivité du rôle du Conseil économique, social, environnemental et culturel en tant qu'organe de veille stratégique, de dialogue et de proposition au service de la République. Nous restons confiants que, sous le leadership de M. le Premier ministre, cette réforme verra bientôt les jours. Cette session se penche essentiellement sur la finalisation et l'adoption du rapport annuel des préoccupations atteintes des propositions des populations. Les travaux de la 8e session ordinaire que nous ouvrons aujourd'hui seront entièrement consacrés à la finalisation et à l'adoption du rapport annuel 2025, conformément à l'article 165 de la Constitution. Durant les 15 jours à venir, les conseillers de la République et les membres associés examineront, analyseront et synthétiseront les préoccupations, attentes et propositions recueillies auprès de nos compatriotes vivant dans les 19 régions administratives du Mali, dans les 6 communes du district de Bamako, ainsi que dans la diaspora malienne, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Cameroun et au Congo-Brazzaville. À travers ces missions de terrain, nous avons mesuré la soif d'écoute, les besoins de proximité institutionnelle et surtout l'attachement profond à notre pays. Cette session a été marquée par la présence massive de plusieurs personnalités représentant différents organismes personnalisés, membres du gouvernement ou encore des membres du CNT. Les auditeurs de l'école de guerre du Mali, ceux de la 2e année de l'école normale d'administration de Bamako, viennent d'entamer un exercice de simulation de 5 jours. La séance intitulée « Synergie interministérielle pour la gestion des risques et catastrophes » devrait permettre aux auditeurs de connaître les principes et les documents fondamentaux d'une politique de défense et de sécurité nationale. Batraoui nous en dit plus. Il y a d'autres catastrophes. Parmi les missions dévolues à l'école des guerres du Mali, l'approche globale de la résolution des crises occupe une place de choix. Les responsables de cet institut de formation ont la conviction que l'anticipation des crises constitue à elle seule une étape majeure de la résolution des crises. C'est pourquoi les auditeurs de l'école de guerre renforcés par ceux de la 2e année de l'école nationale d'administration entament un exercice de simulation intitulé « Synergie interministérielle de gestion des crises ». Cet exercice qui est basé sur un scénario imaginaire de gestion des crises intitulé Djekabara. Cet exercice est basé sur une série de crises ou d'incidents que nous imaginons qui seront en tout cas injectés au fur et à mesure dans les cellules de planification. Et à l'issue maintenant de la gestion de ces incidents, donc les solutions sont proposées. C'est une manière d'accoutumer les auditeurs en tout cas à pouvoir travailler et anticiper dans un cadre de gestion de crise. Durant 5 jours, les capacités des auditeurs seront renforcées sur plusieurs thématiques. Il s'agit de la complexité de l'interministériel dans la gestion d'une crise, des stratégies pour aider l'autorité à la prise de décision en cas de crise.
Ils sont 350 409 candidats à prendre part cette année à l'examen du diplôme d'études fondamentales DF, session de juin 2025. Le top départ des épreuves a été donné ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Bamako, c'était au groupe scolaire Mamadou Diarra Medina Koura en commune 2. Fademba Keita, dans le compte-rendu qui va suivre, nous parle de la forte mobilisation des membres du gouvernement qui n'ont pas manqué de prodiguer de précieux conseils aux élèves et aux surveillants. Avant l'ouverture de la première enveloppe, les 7 membres du gouvernement, accompagnés par les membres des cabinets respectifs, des autorités scolaires et parents d'élèves, commencent par l'aspect pédagogique. Passer dans quelques salles d'examen afin de remonter le moral des candidats. C'est après qu'ils procèdent à l'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve, la rédaction. Les 350 409 candidats inscrits au DEF de cette année ont le choix entre 3 sujets proposés. Le premier porte sur une lettre ordinaire que le candidat doit envoyer à un camarade qui a reçu une moto comme cadeau après son admission au DEF. Le second l'invite à raconter une manifestation culturelle organisée par son quartier ou village. Et le dernier est une demande administrative que l'école lui instruit d'adresser à un cantonnement forestier pour avoir des plans de reboisement de l'établissement. Un examen propre et transparent, c'est le souhait des membres du gouvernement présent. Nous avons prodigué les conseils aux candidats. Nous leur avons fait part de soutien solide les plus hautes autorités de la transition. Nous avons dit aux candidats que nous comptons sur eux, que l'État fait tout pour que tous les élèves du Mali soient dans de bonnes conditions d'apprentissage et qu'ils viennent aux examens prêts, comme ce matin. Mon souhait, c'est que les examens se passent dans la plus grande transparente, dans la plus grande correction. Qu'on n'entende pas parler de fuite de tel ou tel sujet, non. Je pense que tout a été fait pour que les examens soient propres comme ils l'avaient été l'année dernière. Nous sommes tous porteurs du message du gouvernement par rapport à un examen du DEF sans fraude, sans tricherie, un examen qui met en compétition les meilleurs de nos élèves, pour dire que tout le gouvernement se sent concerné par cet examen et par les autres examens qui vont venir, parce que c'est par ces compétitions que nos enfants feront le Mali de demain. Donc le capital humain commence à se former déjà ici à ce niveau-là. Pour l'instant, aucun incident qui puisse entacher la crédibilité des examens n'est constaté. Bien avant le jour J, les dispositions ont été prises par le CAP. Donc, ils ont mis le paquet pour l'acheminement des matériels dans les centres. Jusqu'au moment où nous sommes, on n'a pas enregistré d'incident. Et le centre compte 250 candidats, 140 filles, dont 110 garçons. Sur les 350 409 candidats, 233 composent au camp des réfugiés de Mbera, République islamique de Mauritanie. DF toujours, voyons ensemble ce que l'une de nos équipes de reportage nous ramène après avoir sillonné certains centres d'examen où toutes les conditions étaient réunies pour la bonne tenue des épreuves. C'est un reportage signé Tchemro Kounati. Atmosphère matinale du groupe scolaire Sega Diallo de Bozola en commune 2 du district de Bamako en ces jours de démarrage des épreuves du DF, diplôme d'études fondamentales. Il est 6 heures passées de 50 minutes. Alors que certains candidats sont déjà bien en place, d'autres font leur entrée. Des candidats partagés entre stress et sérénité. Je me sens bien et confiance car je sais que je vais bien sur le DF. C'est votre combien fois au DF? Ma première fois. Bon, c'est parce que je veux dire parce que... Je suis désolée, monsieur. Dans ce centre, ils sont au total 322 candidats répartis entre 11 salles. Leur suivi est assuré par 18 surveillants, dont 2 suppléants, l'ensemble sous l'œil vigilant d'un dispositif sécuritaire déployé pour la circonstance. Les salles sont en bonne position, les surveillants sont à l'heure,
les élèves aussi, tout le monde est prêt. La police surveille, tous les enfants qui vont rentrer mettront les sacs à la porte avant de rentrer. Maintenant, ceux qui sont venus tôt, ces derniers-là seront renvoyés à la porte, déposer les sacs d'abord avant de venir rentrer dans les salles. Découverte d'un autre centre d'examen, celui de l'école Mamadou Konaté 1, qui abrite 240 candidats répartis entre 8 salles. Le nombre du personnel d'encadrement s'élevant à 21, dont le président du centre. On a pris toutes les dispositions, puisqu'on a la police des examens, on a tout ce qu'il faut ici pour le déroulement de cet examen. Il est environ 8 heures, le temps pour les candidats de regagner leurs salles respectives. Mais avant, le préalable s'appelle le contrôle d'identité. Tata, Wita. Ibrahima Kounari. À l'heure indiquée, honneur à un candidat du nom de Alassane Sinayoko de procéder à l'ouverture de la première enveloppe contenant le preuve de rédaction. C'est votre camarade qui a ouvert l'enveloppe. L'enveloppe était intacte. Donc je vous souhaite bon sens et ayez confiance en vous-même. Ne regardez pas de gauche à droite. Vous avez fait une année complète ici. Vous avez fait des cours de remédiation vraiment de qualité. Un peu plus loin, nous sommes au centre du quartier Mali sur la rive droite où composent 300 candidats répartis entre 8 salles. Ils se prononcent déjà sur les 3 sujets soumis à leur appréciation. J'ai choisi le sujet numéro 1. Un de tes camarades t'informe qu'il a reçu une moto comme cadeau suite à son admission au DEF. Tu lui envoies une lettre pour le féliciter et lui donner des conseils de prudence pour l'utilisation de la moto dans la circulation routière. J'ai choisi le sujet numéro 2. L'année 2025 est consacrée à l'année de la culture. Afin de concrétiser ces engagements, votre quartier, village ou fraction organise une manifestation culturelle, raconte l'événement. C'est un sujet qui est d'actualité, les enfants, ça se trouve d'ailleurs dans leur programme. Pratiquement, il ne doit pas avoir de problème. On s'attend à ce que les enfants puissent se défendre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les épreuves du DF ont démarré dans la sérénité dans les centres que nous avons sillonnés. On espère qu'il en est de même pour les autres. Une dernière évaluation qui sanctionne une année académique bien remplie. La ville de Tombouctou, la cible d'une attaque complexe et en visé quelques points stratégiques de la ville, notamment l'aéroport et le camp militaire. Grâce aux femmes, une correction a été livrée aux assaillants. Le commandant de zone de la 5e région militaire, colonel Seydou Niagadou et Mamoudou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur, sont au micro de Nadim Baba Sissé. La ville de Tombouctou a fait l'objet d'une attaque complexe menée par les terroristes du JNIM. Cette attaque a visé d'abord l'aéroport de Tombouctou avec des tirs d'obus, d'ailleurs qui n'ont pas fait d'effet, et aussi une infiltration à l'intérieur du camp Fort Cheikh Sidi Becaye. Et le commando qui s'est infiltré au niveau du camp Fort Cheikh Sidi Becaye, à peu près une dizaine neutralisés. Nous avons des terroristes qui ont été interpellés, des armes qui ont été récupérées, et nous continuons le ratissage au niveau de la ville de Tombouctou. Nous tenons ici à rassurer l'ensemble de la population de Tombouctou que la situation est sous contrôle et nous allons veiller à la libre circulation des personnes et de leurs biens à l'intérieur de la ville de Tombouctou. Et aussi profiter de ce micro pour quand même dire bravo aux éléments qui se sont déterminés. D'ailleurs, c'est une lutte existentielle, on n'a pas d'autre choix. Le choix que nous avons, c'est de nous défendre et de neutraliser le maximum. Et nous allons continuer la lutte par la grâce de Dieu. Le message à l'endroit de la population est de continuer à collaborer, de rester dans les maisons quand ça tire à l'intérieur de la ville. Et comme la population l'a toujours fait, de nous aider encore à localiser ces groupes armés terroristes. Donc nous disons à la population de croire à son armée et de continuer quand même à collaborer. Et c'est à ce seul prix que nous allons avoir le dessus sur l'ennemi. Il s'agissait pour nous, au nom des autorités régionales, mais également aux autorités nationales, pour passer voir les hommes dirigés par le colonel Niagadou, en même temps les féliciter, mais également les encourager et lancer dans ce sens également aussi un appel à l'endroit de la population de collaborer davantage avec les forces armées maliennes. La population a beaucoup collaboré et c'est ce qui est recherché par les forces armées de sécurité et les autorités administratives pour garantir la sécurité dans la région de Tombouctou.
Et l'état-major général des armées informe l'opinion que ce lundi 2 juin 2025, aux environs de 10 heures, les forces ont successivement déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp Forsec Sidi Beka et l'aéroport de Tombouctou. Les terroristes ont été mis en déroute par la promptitude de la réaction des hommes. Le bilan provisoire est de 14 terroristes neutralisés, 31 présumés terroristes interpellés, des armes, des moyens roulants, des effets divers récupérés. L'état-major général des armées félicite, à l'instar de tous les FAMA, les hommes en poste au confort Cheikh Sidi Bekaï pour leur bravoure et leur pugnacité face aux velléités terroristes. Le centre de santé communautaire de Sénou et celui de Sogoniko sont les suivants sur la liste des bénéficiaires des œuvres sociales du président de la transition. Mais voyons d'abord la fin de cet atelier de validation des plans nationaux de recrutement et de formation des agents de l'État. Un reportage signé Mohamed Sangari. Les acteurs des ressources humaines et experts se sont mobilisés durant ces 3 journées pour analyser des documents majeurs de planification en gestion des ressources humaines, le plan de recrutement et le plan de perfectionnement des agents de l'État sur 5 ans. À l'issue des séances en groupe, plusieurs recommandations ont émergé pour instaurer une administration publique saine, performante et résiliente. Il s'agit d'allouer les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des 2 plans, ouvrir à temps les crédits destinés au recrutement pour permettre l'organisation des concours au cours de l'année concernée. Il s'agit de relire les cadres organiques, de poursuivre le recrutement des contractuels de l'État en fonction des besoins exprimés, de créer une ligne budgétaire au niveau de chaque DRH sectoriel pour faciliter la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement. Pour les recommandations, il s'agit de réaliser une étude pour la dématérialisation du processus de recrutement. À la fin de cet atelier, il s'agit de mettre en œuvre les conclusions donc de rapports d'études et de 2 rapports. Et la difficulté que nous avons souvent, c'est que nous faisons de bons documents de planification, mais la mise en œuvre souvent reste à désirer. Avec les recommandations qui ont été formulées, ces recommandations seront transmises au Premier ministre qui le demande pour informer qui de droit. Cette initiative permettra non seulement de mieux gérer les congés de formation, mais aussi de structurer un plan de recrutement cohérent avec des objectifs fixés par les autorités. Une étape cruciale pour renforcer l'efficacité et le professionnalisme de nos agents publics. La place de l'Afrique dans un monde en mutation, enjeu d'un repositionnement stratégique et diplomatique. C'est le thème de la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, participe à cette conférence. Je vous propose de l'écouter. Les questions de défense et de sécurité sont au cœur de ce que nous cherchons pour nos pays, qui est la question de souveraineté. Quand on n'est pas en mesure d'assurer la paix et la sécurité, de contrôler son territoire, il est difficile de parler de souveraineté à l'échelle d'un pays, encore moins à l'échelle continentale. Donc, ce que nous avons mis en avant, c'était que, cette stratégie d'autonomie au plan continental devait reposer sur un certain nombre de paramètres. D'abord, il faut voir un peu d'où nous venons, et ensuite, il faut regarder comment on peut aller vers une autonomie en essayant de prendre la distance vers des modèles néocoloniaux, de présence de bases militaires étrangères, des modèles de dépendance, y compris à travers les forces des Nations Unies ou d'autres corps qui nous ont installés dans une dépendance. Il faut en sortir, aller vers une autonomie. Et aussi, il faut pouvoir concevoir aussi la défense et la sécurité de façon globale à l'échelle continentale en créant des mécanismes de solidarité d'abord entre les pays. Si vous regardez dans notre espace, en matière de défense et de sécurité, l'Afrique est relativement passive par rapport aux défis auxquels elle est confrontée. Nous avons cité l'exemple de la Libye.
l'OTAN est intervenu en Libye, l'Afrique a vu ça venir, l'Afrique a tenté de s'y opposer, elle n'a pas pu s'opposer, on a détruit la Libye. Cette destruction de la Libye a répandu l'insécurité dans tout le Sahel et partout sur le continent africain. Et on a donné l'exemple à contrario que si on s'était levé pour stopper l'intervention en Libye, on n'aurait pas le désastre qu'on a aujourd'hui au Sahel. Et un des exemples de solidarité africaine qu'on a mis en avant en matière de sécurité, c'est la Confédération des États du Sahel. Le fait que le Burkina et le Mali se soient levés pour dire que si on attaque le Niger, nous sommes attaqués, a permis de désamorcer et d'arrêter l'intervention au niveau du Niger. L'autre dimension aussi, c'est la question des moyens. À la fin de la réflexion, il est clair que l'Afrique, collectivement, a les moyens d'assumer sa sécurité, mais seulement l'Afrique ne s'est pas convaincue qu'elle peut le faire. Mais elle a les moyens sans dépendre de l'autre. Et l'autre question, c'est qu'on est aussi dans un monde qui est basé sur des rapports de force, des rapports de coercition, la loi du plus fort. Et ceux qui sont nos partenaires sont ceux justement qui convoitent nos ressources. Ils ne vont pas nous aider à avoir cette autonomie. Donc il faut que nous-mêmes nous puissions comprendre ça, qu'il faut qu'on s'organise. Parce que quand tu n'as pas de capacité de te défendre, les gens sont souvent dans la prédation. Ils viennent prendre ce dont ils ont besoin, y compris par la force. Au Burkina Faso, le nouveau commandant de la 6e compagnie d'incendie et de secours a été installé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie de prise de commandement est un commentaire de Naba Dabiré et Akani Pauline Bikaba. Vous reconnaîtrez désormais pour chef. Le lieutenant Boris Sylvain Ouedraogo prend officiellement les rênes de la 6e compagnie d'incendie et secours de Boromo. C'est le colonel Daban Naon, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui l'installe dans ses nouvelles fonctions. D'ores et déjà, le nouveau commandant mesure l'ampleur des tâches qui lui sont confiées et s'engage à les remplir avec diligence. La protection civile est une responsabilité partagée et c'est ensemble que nous réussirons. Je m'engage à entretenir un dialogue constant et constructif, à construire avec vous des dispositifs adaptés et résilients au service du bien-être et du bonheur de la population de Boromo et de ses environs. Sauver ou périr, telle est la devise des sapeurs-pompiers. Et le premier responsable de ces soldats du feu prodigue des conseils au nouveau chef de l'unité de Boromo. C'est surtout de lui demander d'avoir la capacité à travailler avec les acteurs non militaires qui sont dans son secteur de responsabilité, qui auront besoin de ses conseils en matière de lutte contre l'incendie, mais également de prévention et de secours aux personnes que ces responsables-là auront à gérer. Donc, il est averti, c'est un officier qui connaît son secteur d'intervention. Nous avons pleine confiance en lui. La 6e compagnie d'incendie et secours de Boromo, située sur la RN1 à cheval entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, est créée depuis 2014 dans l'optique de rapprocher davantage les pompiers de la population. Au Niger, le bulletin des interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire du 25 au 31 mai 2025, c'est un commentaire donc de Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve, le dimanche 25 mai 2025, les forces de sécurité intérieure de Torodi ont procédé à l'interception d'un important convoi de ravitaillement destiné au groupe criminel. L'opération a permis la saisie de plusieurs tonnes de vivres et de divers matériels transportés à bord d'un véhicule. Le convoyeur a été immédiatement interpellé, puis remis avec l'ensemble de la cargaison aux autorités compétentes pour les nécessités de l'enquête. Par ailleurs, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 mai, aux premières heures, une unité engagée en mission de sécurisation a interpellé un individu suspect, surpris en flagrant délit, alors qu'il creusait un trou le long d'un axe de patrouille. Les indices laissent fortement présumer l'intention d'y dissimuler un engin explosif improvisé. La fouille menée sur le suspect a permis la saisie de plusieurs objets à caractère compromettant, établissant de manière crédible ses liens avec les groupes armés terroristes. Toujours à Tillabéri, dans le cadre de l'opération Almoho,
Au cours de la semaine écoulée, dans le secteur de Toukounous, une unité engagée dans une opération de contrôle de zone a interpellé 2 individus présentant de forts indices de collusion avec des groupes armés criminels. Leur comportement suspect ainsi que des éléments découverts lors de la fouille de proximité ont renforcé les soupçons pesant sur eux. Les 2 personnes ont été immédiatement mises à la disposition des autorités compétentes pour des investigations approfondies. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, en début de semaine, un détachement des forces de sécurité engagé dans une mission de patrouille préventive dans le secteur de Bani Koubey a identifié puis neutralisé avec succès un engin explosif improvisé dissimulé en bordure d'un axe de passage fréquenté. Dans la région de Difa, dans le cadre de l'opération Nalewadoli, le lundi 27 mai 2025, au cours d'une opération menée avec rigueur à Gagamari, une unité des forces de sécurité a procédé à l'interpellation de 6 individus, présumés membres d'un réseau structuré de trafic de stupéfiants. Les suspects ont été immédiatement remis aux autorités compétentes en vue de l'ouverture d'une enquête approfondie. Au cours de cette même semaine, les forces de défense et de sécurité ont conduit avec efficacité 2 opérations majeures ayant permis la neutralisation de circuits logistiques destinés à approvisionner les groupes terroristes de Boko Haram. La première mission, conduite dans la zone d'Awardi, s'est soldée par la saisie de 1580 unités de sérum dissimulées sous forme de produits pharmaceutiques destinés probablement à soigner des terroristes dans le lac Tchad. La seconde opération, menée dans le secteur de Bagara, a permis l'interception de 50 kits de communication de type Starlink, 120 cartouches de cigarettes ainsi qu'un lot de matériel divers, probablement destiné à soutenir les capacités opérationnelles de l'ennemi. En parallèle des opérations sécuritaires en cours, les autorités compétentes de Toumour ont officiellement enregistré la reddition volontaire d'un ex-combattant affilié à la secte terroriste Boko Haram. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, le vendredi 30 mai 2025, au cours d'une opération de contrôle menée sur une voie de contournement dans la localité d'Adé-Bissinat, les éléments de la brigade d'intervention et de recherche d'Agadez ont procédé à l'interpellation d'un véhicule et d'une motocyclette. La fouille des 10 engins a permis la saisie d'un lot conséquent de matériel explosif comprenant 4 colis de dynamite totalisant 1460 bâtons ainsi qu'un 5e colis contenant 5 rouleaux de fils détonateurs. Chers concitoyens, la lutte déterminée que nous menons contre les forces hostiles à notre nation ne saurait porter ses fruits sans l'implication active de chacun d'entre nous. La vigilance populaire constitue une arme précieuse dans la préservation de notre sécurité collective. C'est pourquoi il est impératif de signaler sans délai toute activité suspecte ou présence inhabituelle dans votre environnement aux forces de défense et de sécurité. Nouvelle de la Mecque, le directeur de la maison du Hajj a participé ce matin à Djeddah au nom du Mali au grand symposium international du pays. Les chercheurs, les érudits, les intellectuels et les imams de plus de 70 pays ont pris part à la rencontre. Le thème, le monde musulman, paix et cohésion, suivant le reportage de nos envoyés spéciaux Suleiman Keza Sidibé, Toumani Diabaté et Amal Andouri. Le Grand Hajj Symposium International est un événement majeur. Ça regroupe les chercheurs, les intellectuels, savants et érudits de plus de 70 pays du monde musulman. Sont conviés également à cette rencontre les représentants des ministères chargés du Hajj et les médias spécialisés. Le symposium international vise à renforcer l'unité, la cohésion au sein du monde musulman, échanger sur les échanges religieux, logistiques et sanitaires du Hajj. Aujourd'hui, on a rencontré le ministre du Hajj et de la Umrah, Dr Taufik Arabia, qui nous a vraiment donné des conseils et il nous a aussi instruit et a donné des conseils à nos pèlerins. Donc de faire beaucoup attention, de sensibiliser nos pèlerins, de ne pas laisser les pèlerins en sorte pendant la chaleur, c'est-à-dire à partir de 10h jusqu'à 16h
insister vraiment que les pèlerins restent sur leur tente. Donc il a beaucoup insisté sur ça. Et aussi, comme il y a eu beaucoup de fraudes l'année passée, ils ont instruit aussi le badge NUSCO. Et encore, il nous a vraiment encouragé à faire tout pour donner des informations nécessaires à nos pèlerins dans leur déplacement. À chaque déplacement aussi, il y a des règlements à respecter, c'est-à-dire qu'il y a des horaires pour chaque pays, pour chaque mouvement, il y a des conditions, des règles à respecter. Le symposium appelle à la tolérance, à la paix et à la modération en islam entre les musulmans. L'ONG humanitaire islamique Relief lance son opération Tabaski en faveur des couches vulnérables, notamment les veuves et les orphelins. Ils seront plus de 430 000 personnes à recevoir ce don de viande. Le reportage de Daouda Kouni. La communauté musulmane du Mali se prépare à célébrer la fête de Tabaski ou la fête du mouton. Pour la présente, l'ONG islamique Relief a mobilisé un peu plus d'1,450 milliard de francs CFA pour financer l'achat de 5113 bœufs qui seront distribués à plus de 71 000 ménages à Bamako et dans les régions où intervient l'ONG. Le but est de permettre aux personnes nécessiteuses de fêter dans la joie. À travers cette action, nous réaffirmons notre engagement profond à faire vivre les valeurs d'entraide, de justice sociale et de compassion en nous tenant aux côtés des plus vulnérables en cette période sacrée. L'entraide, c'est ce que l'islam recommande. L'ONG islamique Relief ne peut qu'être fière d'elle-même. Nous, bénéficiaires, les remercions et nous faisons des bénédictions pour que cette ONG de bienfaisance soit toujours avec nous pour qu'on puisse bien fêter. La présente donation s'inscrit dans la dynamique de solidarité et répond aussi aux axes stratégiques du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. L'État malien apprécie et soutient pleinement cette initiative. Nous réaffirmons notre engagement à renforcer notre collaboration avec Islamic Relief Mali dans les domaines de la solidarité nationale, de la protection sociale, de la résilience communautaire et de la lutte contre la pauvreté. Nous appelons également les autres organisations à s'inspirer de cette opération modèle. Et justement, parlant de Tabaski, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a officiellement lancé cet après-midi la 17e édition de l'opération de vente promotionnelle de moutons à Bamako. 13 000 moutons sont mis en vente pendant cette opération à Bamako, répartis en 3 catégories. Les moutons sont vendus entre 75 000 à 175 000 francs CFA. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, a visité les sites du terrain Chaba de la Fiabrou et le terrain municipal de Sogoniko. L'opération constitue une volonté du gouvernement du Mali à faciliter l'achat de moutons, surtout à l'approche de la fête de Tabaski. Le ministre a salué les éleveurs pour leur régularité à fournir des moutons à des prix raisonnables. Il a également remercié les forces de sécurité pour leur accompagnement dans l'organisation de ces opérations de vente promotionnelle. Nous allons retrouver Seydou Traoré dans nos prochaines éditions pour plus de détails sur ce lancement. En rencontre d'information et de sensibilisation sur la charte des partis politiques, Sorona Kamisoko était avec les maires des 3 communes de l'arrondissement de Sanankoroba, Abibatou Koya Djakité avec les associations féminines. Suivons. On sait que c'est un sujet d'intérêt national, ça a suscité beaucoup de débats, c'est ce qui a fait que vraiment les autorités ont décidé à différents niveaux qu'ils puissent avoir des séances de rencontres, d'explications, d'informations pour que les gens puissent être informés de la situation. C'est là tout l'intérêt de ce cadre de concertation sur l'abrogation de la charte et la dissolution des partis politiques et associations à caractère politique au Mali. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à l'intention des responsables des associations féminines. Il faut qu'on connaisse la nuance. Est-ce que dans le cadre de nos activités, est-ce qu'on fait de la politique? Est-ce qu'on se rapproche de la politique ou pas? Parce qu'il faut qu'on soit rassuré de cela. Plusieurs autres questions ont été posées par les intéressés, notamment celle de savoir si la décision des autorités de la transition n'est pas en porte-à-faux avec la Constitution ou encore
comment éviter des débats politiques au cours des réunions habituelles. Donc ça c'est un élément qui ressort d'échanges déjà que je considère que c'est important que rapidement on puisse proposer de nouveaux cadres qui vont permettre aux gens de reprendre l'activité. Et c'est le satisfecit des deux parties au sortir de cette rencontre. On a fait la rencontre en Bambara et cela a permis à ces femmes de bien comprendre. Et elles vont continuer à expliquer cela à leurs membres qui vont désormais pouvoir être rassurés par rapport à ces lois qui visent juste à pouvoir permettre d'assainir un peu l'environnement institutionnel du pays pour qu'on puisse avoir un Malikoura qui répond plus aux besoins des populations. Je retiens que toutes les activités des partis politiques sont suspendues. Même en tant qu'organisation de femmes, nous devons veiller à ce qu'on ne profite pas de nos cadres de communication pour parler de politique. Ces séances de questions-réponses vont se poursuivre pour que tous les Maliens soient au même niveau de compréhension sur le sujet. L'exercice auquel se sont livrés les 3 élus communaux de l'arrondissement de Sanankoroba, qui sont Djalakoroba, Safé Bougoula et Sanankoroba, est un devoir de redevabilité à l'endroit des populations des 62 villages de la circonscription. Il s'agit bien pour ces élus de restituer aux différentes sensibilités les résolutions issues des concertations nationales sur la relecture de la charte des partis politiques au Mali. Après avoir été conviés par le préfet de Kati, nous restituer ces sages décisions. Donc c'était un devoir pour nous de venir édifier nos administrés parce que les intox avaient commencé, il y a eu beaucoup de contestations. Donc il fallait des spécialistes, des membres du CNT pour venir éclairer la lanterne de nos populations. Donc à notre tour, nous invitons aussi les chefs de village, la jeunesse, les femmes. Chacun à son tour restitue ce qu'il a bien saisi ici aujourd'hui. Au dire du conférencier, la décision du gouvernement de réélire la charte des partis politiques s'inscrit dans une logique, celle de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, une démarche logique conforme à la Constitution du 22 juillet 2023. Le président de la transition a pris un décret le 13 mai portant dissolution des partis politiques. C'est tout un processus, c'est à la demande du peuple souverain du Mali, conformément aux 3 principes édictés dans la Constitution, notamment la prise en charge des intérêts vitaux du peuple malien. En ce qui concerne également l'article 39 de la Constitution et l'article 185, l'article 39 qui prévoit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Les nouveaux partis qui seront créés, c'est eux qui vont concourir désormais à l'expression du suffrage. Et l'article 185, le multiparti ne peut pas faire l'objet de révision. Aujourd'hui, nous avons constaté une forte adhésion des forces vives de l'arrondissement de Sanankoroba et qui saluent cette initiative des autorités de la transition et qui sont prêtes à accompagner cette initiative. Les explications données par le conférencier nous ont vraiment édifiés. On n'avait pas compris les raisons qui sous-tendent la dissolution des partis politiques. Nous nous ferons le devoir de restituer à la base. Au-delà de la rencontre, une copie de la loi portant dissolution des partis politiques a été remise à chaque participant en vue de sa vulgarisation. À présent, la lecture de ce communiqué de presse conformément à l'arrêté interministériel numéro 2015-1907 MATD MSPC MADD du 1er juillet 2015 portant suspension des activités d'orpaillage en République du Mali. Le ministre des Mines informe l'opinion publique de la suspension des activités d'orpaillage sur toute l'étendue du territoire de la République du Mali de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2025. Le ministre des Mines exhorte les autorités administratives des districts miniers, les chefferies coutumières, les organisations de la presse ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette disposition pendant la période indiquée. Le ministre des Mines tient au respect strict
de la présente mesure. En marge de sa visite à Kadiana, le gouverneur de la région de Bougouni s'est rendu au poste de contrôle de la localité. Le général de brigade Ousmane Weli est venu s'enquérir des conditions de travail des agents sur le terrain. Agali, Agissa, Djibril Barayougo sont nos correspondants sur place. Préserver nos routes des dommages causés par la surexploitation. Voilà ce qui a motivé le gouvernement à prendre des mesures pour interdire la circulation de gros porteurs hors gabarit et hors normes sur le réseau routier malien. Le gouverneur de la région de Bougouni, en visite à Kadiana, s'est rendu au poste de contrôle de la localité pour échanger avec les agents sur le terrain. Dans le règlement 14, il est prévu 16,50 m pour ce genre de véhicules. Mais avec l'implication de nos autorités, ils ont amené ça, ils ont fait une tolérance de 0,50 pour amener la mesure à 17 mètres. La largeur aussi ne doit pas dépasser 2,55 m. La visite du poste frontalier de Kadiana, d'abord pour venir voir dans quelles conditions nos structures qui sont déployées au niveau de la frontière sont en train de travailler et surtout superviser l'application du règlement 14 de l'UEMOA qui concerne les véhicules hors normes, hors gabarit, qui empruntent nos tronçons routiers internationaux dans notre espace commun. Je me réjouis de l'effectivité de l'application de ce règlement au niveau de ce poste frontalier. Les travailleurs se réjouissent de cette visite qui témoigne le soutien des autorités. Cependant, des difficultés ne manquent pas. C'est des difficultés que nous allons tenir compte pour les transmettre à qui de droit, pour que nous puissions rapidement trouver des solutions en ce qui concerne le renforcement en personnel, renforcement en moyens et équipements de travail, etc. Le gouverneur a fait le tour des installations et visité les parcs de stationnement des gros porteurs où il a eu droit à une simulation de contrôle des gabarits. Sur le chemin de retour, le gouverneur a visité le poste de la douane de Kolendjaba en Sanchi. Le centre de santé communautaire de Seno et celui de Sogoniko sont les suivants sur la liste des bénéficiaires des œuvres sociales du président de la transition. Ils ont été dotés chacun d'un système photovoltaïque pour la remise de ces infrastructures, suivant le reportage de Awa Adama Koulibaly et Abdul Salam Bambara. Son arrivée sur un lieu est toujours annonciatrice de bonnes nouvelles. La délégation spéciale des œuvres sociales du président a fait plus d'un heureux dans la commune 6 du district de Bamako. Une solidarité s'est manifestée en milieu sanitaire. L'inauguration de ces panneaux solaires, vraiment, ça me met dans l'état de satisfaction totale. Compte tenu qu'actuellement à Seno, il y a vraiment beaucoup de baisse de tension et que vraiment ça nous empêche de travailler correctement sur nos appareils électriques. Ça va nous soulager beaucoup du côté financier et ça va permettre que notre centre fonctionne 24 heures sur 24. Il était assez urgent de soutenir ces établissements sanitaires. Ils sont les premiers secours des malades. Donc, vu que Seno, c'est assez loin, ils sont assez loin de la population. Et l'avantage là-bas, il y a une morgue qui se trouve au niveau du CESCOM. Donc, on voit que cette morgue est dorénavant est prise en charge 100% sur le plan électrique. Et ici, à Sogoniko, nous voyons aussi que nous avons l'imagerie qui est en place. Pour dire que les centres de santé communautaires, c'est le premier contact de la population avec les systèmes de santé. Si ces centres-là marchent comme ça se doit, équipés comme ça se doit, avec le personnel comme ça se doit, ça va vraiment soulager les populations. Le soulagement de la population passe forcément par une bonne santé. Pour assurer cela, une campagne d'électrification des centres de santé est en cours depuis un moment. Les œuvres sociales sont dans une opération d'installation de panneaux solaires dans les centres de santé et ça va continuer, Inch'Allah. Nous allons nous déplacer aussi, nous allons aller dans les régions, apporter la solidarité et l'engagement du président de la transition au Mali. Tout ça, c'est pour que, par la crise d'énergie qu'il y a, pour que les patients puissent être traités à tout moment. Le message transféré par les envoyés du président à l'endroit des bénéficiaires reste le bon entretien des infrastructures pour une meilleure prise en charge des patients.
Toutes nos excuses pour la qualité du son des intervenants. On pourrait tous l'attraper un jour ou l'autre, surtout quand on avance en âge. Il s'agit de la cataracte. Selon les professionnels, d'autres facteurs peuvent également la favoriser, comme les traumatismes et certaines maladies congénitales. Comment sait-on que nous avons la cataracte? Les premiers symptômes sont des troubles de vision chez les personnes touchées. Quant au traitement, il est essentiellement basé sur l'intervention chirurgicale. Pour mieux comprendre, suivant Koumba Sissé et Alkaou Traoré, c'est dans Focus Santé. À partir de 50 ans, beaucoup de gens se plaignent du trouble de la vision. Cette réaction est l'un des signes annonciateurs de la cataracte. Lassine Sogodogo souffre de cette maladie oculaire. Il a même subi 2 interventions chirurgicales. Nous l'avons rencontré au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. Je souffre de la cataracte et du glaucome. J'ai changé mes verres correcteurs plusieurs fois. Un jour, je me suis retrouvé dans un fossé car je ne voyais pas bien. C'est mon oncle qui m'a secouru et m'a amené ici. À l'intervalle d'1 an, mes 2 yeux ont été opérés. Je vois seulement ce qui est en face de moi. Tous les 3 mois, je viens pour la consultation. La cataracte se définit comme la perte de la transparence d'une lentille qui est située à l'intérieur de l'œil, qu'on appelle le cristallin. Le premier signe de manifestation de la cataracte est la baisse de vision. À côté, il y a la différenciation des couleurs qui devient difficile. C'est des personnes qui vont voir la couleur blanche en blanc sale. À côté, c'est des personnes qui vont voir double avec l'œil qui a la cataracte. Et c'est des personnes qui supportent mal la lumière, le soleil et les phares. Donc la conduite devient difficile la nuit. Au stade plus évolué, la cataracte devient dense et on observe une tache blanche au niveau de la pupille. Si le vieillissement est la principale cause de la cataracte, d'autres maladies ou traumatismes peuvent également la provoquer. Il y a aussi les traumatismes de toutes sortes au niveau oculaire. Ça peut être les traumatismes instantanés ou après des mois ou des années peuvent entraîner une perte de la transparence de la lentille et entraîner une cataracte. Il y a les maladies d'ordre général telles que le diabète. Il y a d'autres pathologies endocriniennes, dermatologiques. Un enfant aussi peut naître avec la cataracte, c'est-à-dire la maman peut avoir des infections au cours de la grossesse ou des problèmes génétiques. Une prise en charge efficace de la cataracte permet d'éviter la perte de la vision et cette prise en charge est principalement basée sur l'intervention chirurgicale. Le seul traitement de la cataracte aujourd'hui est la chirurgie. Donc cette chirurgie utilise plusieurs techniques. Mais le but est de remplacer le cristallin opacifié à une lentille qu'on appelle une lentille artificielle et le lendemain, la personne verra sans problème. On doit faire l'intervention de la cataracte quand la personne ne voit pas avec son œil, c'est-à-dire quand l'acuité chute jusqu'à ce qu'il voit les doigts seulement. Un doigt ou bien à CLDM, à 1 mètre, il voit son doigt, ou bien VBM, il voit bouger les mains, où il ne voit que la lumière. La cataracte peut évoluer pendant des années et ça n'arrive pas au niveau du stade opérable. Mais on l'opère quand la vision est complètement fermée. Faire le dépistage au moins 1 fois par an permet de détecter non seulement la cataracte, mais aussi d'autres maladies qui peuvent toucher l'œil en silence. Et je crois que Koumba a déjà commencé. L'affaire dite achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires est en cours au compte de la session spéciale de la Cour d'appel de Bamako. L'affaire implique plusieurs personnes, parmi lesquelles Boiré Fili Sissoko, ancien ministre de l'économie et des finances. Il est reproché aux accusés les faits d'atteinte aux biens publics, corruption, trafic d'influence et favoritisme. Écoutons Amadou Nodi Balobo Guindo, procureur général près la Cour d'appel de Bamako au micro de Garibou Pérou et
Oumarka Traoré pour plus d'explications. Le message concerne le procès en cours que tout le monde connaît, le procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Les accusés sont Mme Philippe Boiré, Mahamadou Kamara et d'autres officiers supérieurs. Comme vous le savez, Mahamadou Kamara et Mme Boiré Fili ont bénéficié d'une mise en liberté sous caution. Kamara s'est acquitté de sa caution, il est sorti. Mais elle a refusé de payer sa caution et elle a défendu quiconque le payer à sa place. Donc que les gens comprennent que ce n'est pas la justice qui a refusé de la mettre en liberté, c'est elle qui a refusé de payer la caution pour sortir. Ensuite, quand nous avons appris qu'elle était malade, elle était à Bolé, le procureur général de la Cour suprême, le directeur national de l'administration pénitentiaire et moi-même, nous nous sommes rendus à Bolé Femmes. On lui a rendu visite et on lui a proposé l'hospitalisation. Donc, dans un premier temps, il n'a pas voulu. Donc, nous, on a quitté. Et c'est plus tard qu'on a appris qu'elle a accepté d'être hospitalisée et elle est à l'hôpital du Mali. Donc, le procès initialement prévu pour le 22, entre-temps, il y a eu 2 certificats, le 22 mai. Et entre-temps, il y a eu 2 certificats médicaux qui ont été faits par la demande de la justice, qui ont attesté qu'elle est saine d'esprit et qu'elle peut suivre le procès là, mais qu'elle ne peut pas rester longtemps dans une position assise. Donc, advenue cette date, nous on pensait que toutes les dispositions avaient été prises pour que le procès puisse se tenir, mais on a été surpris de constater qu'elle est venue dans une ambulance, ça c'est pas grave, mais sur une civière. Et on l'a fait rentrer dans la salle, dans cet état-là, toute couverte de draps. Donc le président avait demandé à ce qu'on la fasse asseoir dans une chaise ou dans un fauteuil. Les médecins n'ont pas protesté, mais c'est sa défense qui a refusé, catégoriquement. Donc on n'a pas compris ça. Donc pour ne pas qu'on donne l'impression d'être une justice inhumaine, la Cour a renvoyé l'affaire au 2 juin ce matin. Ce matin également, elle est venue dans une ambulance, on l'a fait asseoir dans une chaise à sa demande et sur conseil des médecins. Mais quelque temps plus tard, elle ne tenait plus. Bon, elle dit qu'elle ne tient plus, elle s'est couchée et la Cour était encore obligée de renvoyer. Donc nous, on n'a rien contre elle. Elle est avec d'autres accusés qui souhaitent connaître leur sort. S'il y a des charges contre eux, ils seront condamnés. S'il n'y en a pas, ils seront acquittés. C'est pareil pour elle. La Nation a rendu ce lundi un dernier hommage à l'inspecteur général de police Anatole Sangari, ancien directeur général de la police nationale, ancien directeur de Air Mali et ancien directeur de la sécurité d'État, décédé hier des suites d'une maladie. Cadre émérite, l'inspecteur général de police fut plus qu'un serviteur, mais un bâtisseur de paix, un homme de conviction et un patriote éclairé. L'illustre disparu a été accompagné par de nombreuses personnalités en sa dernière domaine. Elle était composée du chef du gouvernement, beau-fils du défunt, plusieurs ministres, des responsables de la présidence, les parents, amis et collaborateurs. Mamari Kone, Aliou Touré, Aboubakar Traoré, reportage. Le dernier hommage de la nation à un serviteur. L'inspecteur général de police Anatole Sangari s'en est allé à l'âge de 77 ans. Moment de forte émotion ce lundi à l'école nationale de police Amadou Touré di Gandhi. Le premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division qui préside cette cérémonie empreinte d'émotion, se recueille sur la dépouille de feu inspecteur général de police Anatole Sangari, son beau-père, avant la signature du livre de condoléances. Dans l'oraison funèbre, le directeur général adjoint de la police nationale a dressé le parcours d'un cadre émérite dont la vie fut un modèle d'engagement, de loyauté, de courage et d'abnégation au service de la patrie. Dans sa riche carrière, l'inspecteur général Anatole Sangari a été directeur général de la police nationale, directeur général de Air Mali, directeur adjoint et directeur général de la sécurité d'État. Il a également participé à des missions de maintien de paix à l'extérieur du pays. Anatole, sans évoquer sa contribution décisive
à l'édification de notre État moderne. Vice-président du Conseil de réconciliation nationale en 1991, il fut également secrétaire permanent du Comité de transition pour le salut du peuple, jouant un rôle central dans la rédaction de l'acte fondamental de la transition de 1991. Aujourd'hui, le Mali perd l'un de ses fils les plus valeureux. L'Afrique est un ardent défenseur de la paix et chacun de nous un repère de droiture et de sagesse. Inspecteur général Anatoly Sangaré, votre vie fut un engagement constant. Votre carrière est un héritage et votre nom une mémoire inaltérable. L'inspecteur général à la retraite Namakouro Diarra, ancien camarade de promotion au lycée entre 1966 et 1969, à l'ENA entre 1969 et 1973 et enfin à l'école de police en 1973, garde du défunt beaucoup de souvenirs. Durant sa riche carrière professionnelle, Anatole s'est toujours illustré par sa grande qualité d'anticipation, sa capacité d'analyse, sa qualité de visionnaire. Plus qu'un simple promotionnaire, j'ai trouvé en lui un modèle. Feu inspecteur régional de police, Anatoly Sangaré a été un modèle de courage pour ses enfants. Ils ont promis de suivre son exemple. Cher père, tu as été un pilier, un guide, une présence rassurante qui a marqué nos vies et la famille Sangaré à jamais. Mieux, tu as été un modèle de courage, de bienveillance et de sagesse. Tu as traversé la vie avec une force tranquille. Nous enseignons par ton exemple l'importance du travail, l'honnêteté et l'amour inconditionnel pour son pays. Je me souviens de tes petites attentions, de ta complicité avec tes fils et petits-fils, de tes conseils avisés, de ton rire contagieux qui réchauffait même les jours les plus sombres. Que ce soit à travers tes conversations, les anecdotes de ton expérience, de la vie ou simplement ta présence silencieuse mais réconfortante, tu as su toujours manifester en tout temps cet amour de père tendre. Le premier message, c'est le message du général d'armée Assimi Goïta, à toute la famille Sangaré et à vous-même, monsieur le Premier ministre, et à toute la direction générale de la police et aux forces armées de sécurité. Que l'inspecteur général Anatoly Sangaré repose en paix au paradis. Parce que ce grand cadre que le Mali a perdu, ce n'est pas pour la famille Sangaré seulement, mais c'est pour tout le Mali. Il vous présente les condoléances. Le cabinet de la primature, le cabinet du ministère de l'administration territoriale, les ministres, tous les membres du gouvernement ici présents et les institutions présentent les condoléances à la famille Sangaré et à vous-même, monsieur le Premier ministre, en vous disant beaucoup de courage. C'est des moments très difficiles, mais on ne peut rien faire. Ce dont notre Père a besoin d'aujourd'hui, c'est de nos bénédictions, des sacrifices et que l'Éternel l'accorde le paradis. C'est une figure marquante de l'histoire sécuritaire du Mali qui nous quitte. Il laisse derrière lui un héritage fort. Des prières sont faites à la cathédrale de Bamako pour le repos éternel de son âme. Occasion pour les amis et parents de faire des témoignages pour magnifier les bonnes actions de l'homme. L'inspecteur général Anatoly Sangaré repose pour l'éternité au cimetière de Bamako-Croix. Dors en paix, mon général. Oui, que son âme repose en paix. Amen. En rappel, ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion que ce lundi 2 juin 2025, aux environs des 10 heures, les femmes ont successivement déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp Fort Cheikh Sidi Bekay et l'aéroport de Tombouctou. Les terroristes ont été vite mis en déroute par la promptitude de la réaction des hommes. Le bilan provisoire est de 14 terroristes neutralisés, 31 présumés terroristes interpellés, des armes, des moyens roulants et
et des effets divers et récupérés. L'état-major général des armées félicite à l'instar de tous les FAMA, les hommes en poste au confort Cheikh Sidi Bekaï pour leur bravoure et leur pugnacité face aux velléités terroristes. Unis, nous vaincrons. Nous sommes à la fin de ce journal et nous disons bonne chance aux candidats du DF et grand merci à nos téléspectateurs de Sirakoro Brigo, Congo Saba et Kita. Je vous dis bonsoir et à demain 20h.